Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Émilie Espona. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, vous êtes une force vive de l'entrepreneuriat contemporain, une serial entrepreneur, plus de 7 entreprises performantes à votre actif, une architecte de projet qui excelle là où d'autres hésitent à s'aventurer. À 36 ans, vous incarnez la pluralité et l'audace, directrice de la commission IA au MEDEF, professeure à la faculté et surtout fondatrice d'Etiseo, votre première agence digitale de web marketing qui fête ses 10 ans d'existence. Vous insufflez l'innovation dans la complexité, bâtissant des entreprises là où tout reste à inventer. Votre énergie se déploie dans l'urgence, votre créativité s'épanouit dans la multiplicité des défis. Vous avez fait de la délégation un art, de la confiance un moteur et de la diversité sectorielle une signature. À travers Etiseo, vous avez ouvert la voie à un écosystème d'initiatives prouvant qu'il est possible de conjuguer performance, engagement et humanité. Émilie, vous affirmez exceller dans la complexité et l'urgence, là où tout reste à créer. Quelle méthode ou routine avez-vous développée pour transformer l'incertitude en opportunité et garder le cap dans le chaos entrepreneurial ? Alors si on parle de routine, j'en ai pas. Mais c'est vrai que là où je vais exceller, c'est quand ça va être au début, qu'il y a tout à faire, il y a tout à créer. On peut dire que c'est dans le dur. Que là où les gens lambda ont cette peur de démarrer, moi au contraire, j'ai cette urgence de démarrer. Je fais les choses avec passion. Et quand c'est le challenge de départ, c'est ce qui m'alimente le plus. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc c'est pour ça que peut-être j'ai pas de routine, mais on va dire que c'est ce challenge qui me motive. Donc l'urgence, c'est un moteur. Cher auditeur, n'entendez pas de l'arrogance, parce que moi j'ai évidemment préparé l'interview avec Émilie. C'est une surdouée de la création et elle prend un plaisir à partir de la feuille blanche. C'est pas l'angoisse de la feuille blanche. En revanche, elle peut avoir l'angoisse de la routine. C'est exactement ça. Alors oui, pas du tout d'arrogance. Au contraire, c'est comme quand il y a tout à créer et qu'il n'y a rien. Donc c'est là où justement il faut travailler normalement et c'est là où on a peur. Donc moi là, c'est ça qui va me plaire. Donc mon cerveau va vraiment se dépêcher de faire des connexions avec du réseau, avec des choses déjà vécues. Et donc je vais trouver, comme ce qu'on dirait, si on revient en arrière, le système D. Voilà, je suis la reine du système D à essayer de trouver des choses quand il n'y a rien. Et une fois que c'est mis en place et que ça tourne, effectivement que ça devient une routine et que le métro boulot dodo ne m'intéresse pas. Et là, au lieu d'être bien, je vais faire des erreurs et je vais être nulle. Donc c'est pour ça qu'il faut que je délègue une fois que c'est créé. D'accord. Mais 36 ans, beaucoup d'entreprises à votre actif, avec encore beaucoup de projets. À quel moment ça s'est déclenché ? Ça s'est déclenché apparemment très tôt. Moi, je m'en étais pas aperçue, mais c'est vrai que j'aimais créer des choses. Même quand j'étais à la fac, si vous discutez avec mes directeurs de master ou quoi, je voulais déjà créer une entreprise. J'avais déjà gagné un petit prix en master 1 sur la maison de l'entreprise, ça s'appelait. Donc, je voulais déjà créer une entreprise. Et puis, petit à petit, effectivement, j'ai fait des stages, dont un stage qui m'a permis de tout créer. Et je me suis dit, pourquoi pas tester. Là où les étudiants se disent, on va faire une année sabbatique. Et moi, je me suis dit, je vais créer une société et elle a 10 ans aujourd'hui. Donc vous aviez 26 ans, C'était la première fois que vous créez une entreprise. Vous avez un environnement familial propice à l'entrepreneuriat ou pas du tout ? Pas du tout. J'ai parents qui sont dans la fonction publique, mais très dans la débrouille, très système D. Gros QI de mon papa aussi qui a fait plein de choses, mais toujours dans la débrouille. Trouver des solutions aux choses. Et à force d'avoir baigné peut-être dans cet environnement-là, j'ai eu envie de faire ça et ça s'est destiné dans l'entrepreneuriat, mais ça aurait très bien pu être dans la mécanique ou autre chose. Là, vous êtes en train de nous dire que vous avez aussi un QI un peu développé. Vous avez été identifié au potentiel, c'est ça ? Il paraît, mais c'est pas quelque chose dont j'aime parler parce que on met souvent les gens dans des cases et souvent même à l'école ou les élèves, etc. Je pense que je réfléchis bien, je fais des bonnes connexions, et qu'il faut toujours apprendre et toujours se former. D'ailleurs, un des projets qui est lié à la scolarité, on en avait parlé le moment de l'interview. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, en fait, c'est un projet contre le cyberharcèlement scolaire qui me tient vraiment à cœur. Ça fait des années que j'œuvre un petit peu dans ce domaine-là. Et nous, on a développé quelque chose sur la sémantique où, en fait, sur les réseaux sociaux, on peut alerter sans rentrer dans la vie privée des élèves, des signaux d'alerte. Parce que quand il y a du harcèlement, ça se voit très facilement. Et nous, on peut avoir des alertes. Soit on le donnera au corps enseignant, soit sinon, ça sera au niveau des parents. On peut justement rompre la loi du silence avant que ce soit trop tard. Quel est le moteur commun avec tous vos projets d'entreprise ?
Je pense qu'il n'y en a pas, même s'ils font un peu tous un écosystème. Je pense que c'est la volonté d'apprendre des nouveaux sujets. J'aime un peu tout, donc voilà, ça va aller sur la pâtisserie avec de la cuisine sans gluten parce que j'ai quelqu'un d'allergique dans ma famille, donc je me suis mise à faire ça. Ça peut aller dans tous les domaines, que ce soit de la tech, parce que effectivement, on est issu du digital, donc start-up, etc. Mais aujourd'hui, j'ai une société de transport où on travaille, donc c'est les coursiers pour les labos médicaux, on travaille avec les cliniques, etc. Vous savez, les urgences qu'on voit, ça va aller dans un jeu digital pour les RH qui s'appelle Cogia, ça va aller dans tout un tas de domaines. Il n'y a pas de point commun. Le point commun, c'est la créativité de partir de la feuille blanche et... C'est ça, c'est le challenge, les rencontres, parce que parfois, j'ai des gens qui ont envie que je développe leur projet, ou alors tout simplement, je vais passer dans la rue, je vais me dire, ça c'est une idée de business, ça peut être bien, je connais pas et j'ai envie de me documenter. Et en me documentant, je me dis, allez, j'y vais. On n'a pas peur de se perdre quand on entreprend multiples projets ? Et pourquoi se perdre ? Pourquoi se perdre dans l'apprentissage ? C'est comme si on disait que quelqu'un qui va lire des livres, à force de lire des sujets différents, il va se perdre. Non, il va pouvoir apprendre des choses et ensuite, il faut avoir suffisamment de recul pour se poser et faire la synthèse de tout ce qu'on a vu et de choisir après ce qu'on aime. Je comprends la réponse. Ma question, en fait, elle était économique. Mais je comprends intellectuellement. En fait, vous êtes en train de nous expliquer, c'est un moyen d'apprendre et d'alimenter votre besoin de réfléchir, de trouver des concepts, etc. La finalité, finalement, dans votre domaine, dans votre vision entrepreneuriale, n'est pas forcément économique. Elle n'est pas forcément économique. Maintenant, si elle tourne pas, c'est vécu comme un échec. Donc, je fais en sorte qu'économiquement, ce soit toujours bon. Et puis, il faut préparer sa retraite puisqu'on n'en aura pas. Donc, du coup, je vise un peu là-dessus aussi. À quel moment vous pensez arrêter ce processus créatif ? Est-ce que c'est impossible ? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Pour l'instant, je fais ce qui me plaît et je trouve que c'est un luxe de faire quelque chose qui nous plaît. C'est sûr que c'est pas facile tous les jours parce que il faut forcément se challenger. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, je peux dire que je suis heureuse d'avoir la chance de faire quelque chose qui me plaît. C'est quoi le quotidien d'une serial entrepreneur ? Comment ça se passe ? Alors, je sais que vous n'avez pas de rituel et routine. Je fais attention à mes questions. Non, mais c'est vrai que tout le monde sort sur les réseaux. Le matin, je vais dans l'eau gelée, etc. Je bois un café. J'ai vraiment pas de routine. Chaque jour ne se ressemble pas. Et c'est vrai que j'aime ça aussi. J'aime prendre le temps aussi quand il y a des conversations importantes. C'est-à-dire que je suis pas là avec mon téléphone à regarder. Si je veux prendre le temps, je prends le temps. Par contre, s'il faut travailler un peu plus le soir ou le week-end, il y a aucun problème sur ça. J'ai vraiment pas de routine, mis à part que mon quotidien, c'est quand même d'aller à mon agence web et Tisséo, puisque c'est elle qui gère un petit peu et qui pilote tous les projets au niveau du digital. Parce que forcément, quand on peut faire un site internet, du référencement, de la com, c'est hyper intéressant pour lancer les projets. Et puis sinon, c'est les urgences de chaque jour à traiter. Je pense que dans le métier d'entrepreneur, même si c'est à la mode aujourd'hui, c'est un métier où il faut chercher en permanence des solutions du matin au soir. Donc voilà, c'est un petit peu mon quotidien. Et là, vous n'avez pas processisé le traitement d'une problématique ? Est-ce que c'est intérieur en vous, mais vous ne l'avez pas modélisé ? Non, c'est plus à l'intuition et à la créativité, même si, pour être honnête, tous les projets, dès le départ, c'est un peu la même chose. Création d'entreprise, on a les mêmes comptables, les mêmes avocats, les mêmes services financiers, etc. Donc, tout le début, ça va être pareil. Aller faire un pitch, aller développer, aller faire un business plan, aller chercher des financements ou investir soi-même. Donc, tout ça, tout le début est la même chose. Puis, pendant ce processus où, au final, c'est redondant, ça me laisse place, pendant que je travaille sur ce projet-là, à la créativité et aux idées. Donc la créativité, c'est la clé de votre énergie. S'il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'énergie, et c'est là où vous pouvez faire des erreurs, etc. Donc ça vous renouvelle. On est en train de peindre un tableau magnifique, c'est super. C'est quoi la part d'ombre dans ce fonctionnement-là ? Je ne suis pas en train de chercher la petite bête, mais quels sont les points de souffrance La part d'ombre, ça peut être l'humain, parce que si on dépend de l'humain dans les projets, on ne dépend plus de soi-même, donc ça peut être l'entourage. Ça peut être les personnes qui arrivent, qui voient un petit peu de lumière et qui ont envie d'en prendre un petit morceau. Je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que je pense que si on est ensemble, on peut aller plus loin, la phrase classique. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir certaines personnes qui arrivent et qui prennent de l'énergie, parce que forcément, il faut du temps, etc. Et c'est peut-être ce frein-là qui m'empêche peut-être d'aller plus loin. Sinon, je vois pas trop de pardon, mis à part le temps, on va me sortir la fatigue, etc. Mais quand vous faites quelque chose avec passion, vous irez voir n'importe quel sportif, ils vont dire « Ah oui, c'est des sacrifices, oui, je peux pas manger tous les jours des pains au chocolat, des choses comme ça, mais il ira quand même. » Parce que vous avez ce côté passion qui surmonte tout le reste.
Pour revenir sur la relation avec l'autre, avec les collaborateurs, les associés, vous êtes à un train à grande vitesse. D'autres ont d'autres avantages, une moins bonne vitesse, mais capacité de transporter des marchandises. Vous arrivez à réguler cette vitesse dans le rapport à l'autre? Ou c'est ça la difficulté? Oui, ça peut être une vraie difficulté. Et puis en plus, si j'ai un problème qu'il faut que je soigne, c'est que j'ai mauvais caractère. Et que, en fait, je suis très, très gentille, mais parfois, si ça va pas, si j'ai l'intuition, l'intime conviction qu'il faut aller à un endroit, si jamais on s'oppose à moi par des peurs, par du stress ou qu'on me ralentit, ça va m'agacer. Et donc, du coup, je vais être de mauvaise humeur. Mais en général, j'arrive à trouver un compromis et en vieillissant, je travaille sur ce compromis-là. Parce que quand on est tout seul, effectivement, on y va et on y va à fond. Même si je prends toujours des risques mesurés, je suis quand même pas très, je saute pas dans le vide. Il y a toujours un filet derrière moi. Mais parfois, effectivement, je peux me heurter à est-ce que c'est sûr qu'il faut qu'on aille dans cette direction? Et donc, c'est comme si vous aviez les cartes en main, vous jouez à un jeu et puis au final, on peut vous bloquer de temps en temps. Est-ce que, par la nature des choses, vous allez devenir à un moment une sorte de technicienne de l'entreprise et capable d'accompagner des gens qui veulent entreprendre et qui ne savent pas comment faire? Est-ce que c'est un axe sur lequel vous pourriez vous orienter demain? Oui, c'est déjà le cas. J'ai suivi une ou deux entreprises parce qu'on me l'a demandé, donc le métier de consultant. J'avais forcément, je me disais pas avoir je me sentais pas de le faire. Au début, je me disais, mais pourquoi? Et puis au final, quand j'ai regardé un peu ce que j'ai fait derrière, je me suis dit, bon, si, j'ai 2-3 petits conseils. Mais voilà, je me sentais pas d'accompagner au début des entreprises. Ça, c'est problème personnel, hein. Je me disais, bon, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que j'ai la possibilité de faire ça? Est-ce que je suis légitime? C'est ça le mot que je cherchais, la légitimité. Mais ça s'est très bien passé. Et puis, pourquoi pas? Peut-être, c'est comme, si on fait le parallèle avec le sportif, c'est l'entraîneur après qui s'arrête et qui... Ça me plairait bien. Pourquoi pas? Vous n'avez pas de plan de carrière. Vous, ce qui, aujourd'hui, c'est je crée, j'apprends, je comprends, je modélise. Ça m'amuse. Vous êtes un peu comme dans l'amusement, en fait. C'est ça. Vous prenez l'entrepreneuriat comme un jeu. Oui, mais contrôlé. C'est-à-dire que si on discute avec mes banquiers, ils vous diront tout le temps que je ne suis pas la personne qui va prendre le plus de risques au monde. C'est toujours mesuré, contrôlé. Il y a plusieurs filets de sécurité. Mais effectivement, à partir du moment où on crée une entreprise, on prend un risque. Alors, ça me permet de poser la dernière question. Comment vous êtes perçu par votre entourage familial, les banquiers, les avocats, les experts comptables, les commissaires aux comptes, enfin, tout ce qui gravite autour un écosystème d'entrepreneurs? Comment vous êtes perçu? J'espère que je suis bien perçue. Parfois, on me dit... Pas qu'un mauvais caractère. Non, en général, le mauvais caractère, on le voit pas. C'est plutôt mes proches et ma famille qui voient mon mauvais caractère. Mais je suis lion, hein, donc lion ascendant lion, en général, quand on me voit, j'ai l'air calme, mais je suis pas forcément. On me voit, en général, quand je discute avec d'autres entrepreneurs, ils me disent oui, non, mais en rigolant, j'avais quelqu'un au téléphone hier qui me disait mais non, mais toi, t'es folle. Et en rigolant, mais c'était le mot folle, il me dit non, mais le prends pas négativement. C'est la folie dans le bon sens. Mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui va se mettre à créer plein d'entreprises parce qu'ils se disent déjà une ou deux, c'est beaucoup à gérer. Or, moi, je comprends l'inverse. Plusieurs activités me semblent plus simples à gérer et je me dis ça diversifie aussi mes projets. Toutes les entreprises peuvent travailler ensemble et pour moi, c'est aussi de la sécurité. Ne miser que sur une entreprise, pour moi, c'est dangereux. Donc c'est le parti pris de dire diluer son risque en ayant plusieurs activités, mais en sachant déléguer. Et alors justement, pour rebondir, j'ai la dernière question forcément. Vous déléguez et les gens, c'est quoi le rapport qu'ils ont avec vous? Ils ont un sentiment de complexe, ils voient un ovni. Vous disiez tout à l'heure folle. Comment ça se passe en règle générale? Souvent l'ovni, mais aujourd'hui j'ai beaucoup de confiance. J'ai de la chance de travailler avec des gens qui me disent si tu veux que ce soit comme ça ou si tu le sens, on y va. Et ça, je trouve que c'est royal parce que je pourrais avoir des associés qui se heurtent à ce que je veux faire. Et comme je leur ai prouvé, alors il faut un petit peu de temps pour leur prouver, mais comme ce que je leur avance, comme c'est une routine et ça se passe toujours de la même façon, ce que je leur avance, c'est ça. Et bah du coup, à la fin, au bout de quelques mois, on se dit bon mais vas-y, on te fait confiance et fais. Les rôles sont définis. Oui. Vous pensez et ils développent, ils maintiennent. Voilà, je suis pas dans l'opérationnel. D'accord. C'est-à-dire que l'opérationnel, je peux y être quelques mois et après, j'y vais plus et c'est pas mon truc. Parce que vous vous ennuyez et que le cerveau a besoin de matière pour... C'est comme si on vous apprend demain à reboucher, vous avez fait un tableau, vous avez fait un trou, votre femme vous dit rebouchez le trou dans le mur. Bon, imaginons vous l'avez jamais fait, ce que je doute.
vous allez le faire, vous allez l'apprendre. Au lieu de faire tous les trous de la maison, du coup, vous allez vous dire, c'est bon, maintenant je sais ce que c'est, je délègue et je passe à autre chose. Parce que vous l'avez essayé, vous l'avez appris, c'est acté, et donc vous passez à autre chose. Je suis un peu comme ça. Vous êtes dans le surcontrôle ou dans le contrôle ? Dans le contrôle. J'ai été dans le surcontrôle et je pense que c'est l'erreur à faire. C'est-à-dire que quand on est trop dans le contrôle et qu'on fait pas confiance aux gens et qu'on délègue pas, on va nulle part. Donc si on est dans le contrôle, on est dans la... Parce qu'il paraît que gérer, c'est prévoir. Dans 10 ans, je vous interroge, j'aurai plus de cheveux blancs. Qu'est-ce que... Moi aussi. Vous êtes jeune, 36 ans. Vous serez où ? Vous avez une idée ? Je sais pas, j'espère que j'aurai fait plein de projets et qu'ils auront comme la première un peu plus de 10 ans et que ce ne sera pas des projets qui vont durer quelques mois. Parce que ça, je l'aurais vécu comme un échec. Émilie, merci de ce témoignage. Plein de bonnes choses pour toutes ces entreprises et les prochaines qui vont exister. Je touche du bois. Merci beaucoup. Merci de ce témoignage. Belle journée à vous. Vous aussi.